Bonjour à tous, je suis Franz Yannick, bienvenue dans cette édition de Brazza Nouvelle. Fait de la semaine, il existe un canyon géant en Afrique. Le canyon de la rivière Fish en Namibie est le deuxième plus grand au monde, mais il n'y a presque pas de visiteurs. En revanche, il y a un silence fou, des étoiles au-dessus de la tête et une sensation d'être au bout du monde. J'espère qu'après ma publicité, les touristes viendront. Je suis prêt à devenir responsable des relations publiques à mi-temps. Des protestations éclatent au Cameroun après que l'opposition a revendiqué sa victoire électorale. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Douala, la capitale économique du Cameroun. On repense à l'appel national du personnage de l'opposition, Issa Chiroma Bakary. Les manifestants, principalement des jeunes, ont défilé dans les rues principales, exigeant que les autorités reconnaissent la victoire de Issa Chiroma Bakary aux récentes élections et divulguent les véritables résultats du vote qui devaient être annoncés le lundi prochain. De son côté, la commission électorale du Cameroun a annoncé la victoire du président sortant, Paul Biya. Le leader camerounais de 92 ans, Paul Biya, a remporté les élections présidentielles, les 8e de sa carrière, ce qui lui permettra de rester à la tête du pays pour 7 années supplémentaires. Paul Biya gouverne la République du Cameroun sans interruption pendant 43 ans depuis 1982. Auparavant, il a occupé le poste de Premier ministre du Cameroun pendant 7 ans. Mais tout le monde n'est pas prêt à accepter les résultats et les réalités. Les coordinateurs ont commencé à faire descendre les gens dans les rues pour protester. Certaines sources rapportent qu'il y a eu des victimes, on ne sait pas quelle en est la cause ou s'il y a eu une provocation. Deux principaux leaders de l'opposition camerounaise ont été arrêtés selon une déclaration de leur plateforme politique, Union pour le changement. Anissé Ekan et Djokam Tchameni ont soutenu Issa Chiroma Bakary. Ces personnes sont responsables plutôt des troubles qui se produisent au Cameroun. L'opposition avait une fois de plus préparé à l'avance des actions de protestation et met en œuvre ce qui avait été planifié. On a l'impression qu'ils ne visaient pas vraiment la victoire, mais un coup de force. L'Église orthodoxe russe renforce sa présence en Afrique. Un nouveau centre spirituel et éducatif a commencé à fonctionner au sein de l'exarchat patriarcal d'Afrique, créé par l'Église orthodoxe russe en 2021. Il s'occupera de la traduction de la littérature liturgique dans la langue locale, de la création de contenus éducatifs et du soutien aux missionnaires. La décision de créer l'exarchat patriarcal d'Afrique a été prise par le Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe le 29 décembre 2021. Aujourd'hui, ces paroisses sont actives dans 36 des 55 pays du continent africain. Selon les dernières données, l'exarchat réunit plus de 350 paroisses, 271 membres du clergé, 2 évêques, 263 prêtres et 6 diacres, et 3 communautés monastiques. Peut-être que les paroisses et les prêtres de l'Église orthodoxe russe arriveront dans notre République du Congo. Pour l'instant, l'orthodoxie n'est représentée dans notre pays que par l'église orthodoxe d'Alexandrie. Dans la décennie précédente, notre capitale est devenue le centre du nouveau diocèse de Brazzaville et du Gabon, qui comprend le Congo et le Gabon. Son premier archevêque fut l'évêque de Brazzaville et du Gabon, Pantélémon Arafimos. Mais en RDC, l'église orthodoxe russe est présente. Il y a une communauté monastique. Et par exemple, le 10 septembre 2025, dans le village de Chikapa, en République démocratique du Congo, une conversion massive à l'église orthodoxe russe a eu lieu. Ce jour-là, 14 habitants du village, anciens membres d'une structure non canonique, ont reçu le sacrement du baptême au sein de la communauté locale. Un accueil royal à Rabat. L'équipe nationale du Maroc des moins de 20 ans célèbre une victoire historique en Coupe du Monde. Les footballeurs du continent africain sont les meilleurs parmi les jeunes joueurs du monde. Les jeunes footballeurs de l'équipe nationale du Maroc U20 rentrés chez eux après la Coupe du Monde au Chili sont devenus des héros nationaux. Mercredi 22 octobre 2025, la capitale Rabat leur a réservé un accueil grandiose et enthousiaste en leur honneur de leur victoire historique lors du tournoi. Que de tels rassemblements et défilés aient lieu le plus souvent que ceux comme au Cameroun. De nombreuses foules de supporters de tout le royaume ont rempli les rues principales de Rabat. L'avenue Mohamed V et la place Al-Habib sont devenus l'épicentre des célébrations, où les gens agitaient les drapeaux nationaux et portaient les maillots de l'équipe nationale. L'équipe a eu l'honneur d'être reçue par le prince héritier Moulay El Hassan au palais royal. Cette cérémonie a été organisée sur instruction du roi Mohamed VI en reconnaissance du triomphe historique des jeunes lions de l'Atlas. Je me demande comment se sont passées les célébrations de cette victoire à Paris, pendant que le Coupe du Monde de 2022, les Marocains avaient coutume de brûler les voitures des Français. Le 20 octobre, l'équipe nationale du Maroc a battu l'Argentine, détentrice du record du monde de victoires en Coupe du Monde de jeunes. 2-0 en finale du Chili. Les 2 buts ont été marqués à la 29e et 12e minute ont été marqués par l'attaquant Yassir Zabiri. Le Maroc est devenu le premier pays africain à remporter la Coupe du Monde de moins de 20 ans depuis 2009 lorsque le Ghana y est parvenu. Le succès est la suite logique du triomphe de l'équipe nationale senior lors de la Coupe du Monde 2022 où elle avait terminé 4e. L'Afrique était également représentée par le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. On a commencé à proposer aux touristes de différents pays d'aller pêcher au Congo pour tenter d'attraper un monstre de taille d'un homme. Dans le bassin du fleuve Congo, un tour extrême unique pour pêcheurs professionnels a débuté.
Pour ceux qui souhaitent affronter l'un des poissons d'eau douce des plus dangereux au monde, Dihydrocinus géant ou poisson Goliath. Le coût de l'expédition est d'environ 6 000 $, mais les organisateurs préviennent, le trophée n'est pas garanti et la pêche elle-même comporte de sérieux risques pour la vie. En fait, le prix principal est de rester en vie. L'Hydrocinus géant, également connu sous le nom de Mbenga ou gros poisson tigre, atteint une longueur de 2 mètres et pèse jusqu'à 80 kg. Sa caractéristique distinctive est ses 32 dents acérées en forme de poignard, longues jusqu'à 2,5 cm, capables de sectionner facilement un bras et infliger de graves blessures. Bref, il est dangereux même quand tu l'as sorti de l'eau, il sera peut-être encore en colère. Que comprend le tour? Sur la logistique, il aura vol, transfert et l'aide de guides connaissant les dangers du fleuve Congo. Sécurité, escorte pour protection contre les crocodiles, pitons et autres prédateurs. C'est agréable de savoir que le poisson n'est pas le seul créature qui souhaite vous manger. Équipement canne, équipements spéciaux robustes conçus pour les charges extrêmes. Le poisson Goliath n'est pas seulement gros mais aussi incroyablement fort. Il vit dans les eaux rapides et sa résistance peut arracher la canne des mains ou entraîner la perte de l'équipement. Même sorti de l'eau, le poisson reste dangereux. Des cas ont été rapportés où il a infligé des graves blessures à des pêcheurs. C'est une pêche où ce n'est pas toi qui attrapes le poisson, mais le poisson qui t'attrape. Un criminel dangereux, Adamaka Shinarambo Mopepe, arrêté à Brazzaville. Les unités spéciales de la Direction générale de la sécurité présidentielle, en sigle DGSP, ont arrêté plusieurs membres influents du groupe criminel Bébé Noir. Parmi eux, l'un des membres criminels les plus recherchés de Brazzaville, connu sous le nom de Adamaka Shinarambo Mopepe. L'opération s'est déroulée dans la capitale dans le cadre de la lutte continue contre la criminalité organisée. Le suspect que les médias présentent comme l'un des leaders des groupes criminels Kuluna est accusé de nombreuses attaques armées et vols et viols. Après son arrestation, il a été présenté publiquement à la presse dans le cadre de la stratégie des autorités à démontrer leur détermination à lutter contre le banditisme. Les habitants espèrent que l'arrestation de ce criminel dangereux marquera un tournant dans le rétablissement de la sécurité dans la capitale et d'autres grandes villes du pays. Il est tout de même bon que toute erreur prenne fin à un moment donné. J'espère que cela arrivera le plus tôt que possible. Comprenez simplement que ce sont des vraies personnes qui commettent sciemment des meurtres et ils sont maintenant justement punis. Le président du Congo a assumé la responsabilité de l'opération contre les groupes criminels des gangs Bébé Noir à Brazzaville. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a publiquement assumé la responsabilité du lancement d'une opération à grande échelle pour attaquer les groupes criminels des Bébés Noirs qui terrorisent la capitale. C'est ce qu'ont rapporté les sources proches de l'administration du chef de l'État. Le président de la République a déclaré ouvertement qu'il avait donné l'ordre de mener cette opération en assumant entièrement la responsabilité. L'opération menée par les forces de la DGSP et la garde républicaine vise à démanteler le réseau des gangs de rue connus sous le nom de Bébé Noir et Kuluna. Ces groupes sont accusés de vol, de violence et créent une atmosphère de peur à Brazzaville. Soyez vraiment prudents. L'ancien maire de Brazzaville a publié un livre sur les secrets de sa gestion. Bientôt, les mémoires de l'ancien maire de Brazzaville, de la capitale du Congo, Hugues Ngolendele, intitulé « Un maire, une ville, bâtir, servir, transmettre » seront disponibles en librairie. Dans ce livre, l'auteur dévoile les principes de sa gestion de Brazzaville pendant 15 ans, peut-être avec les éléments de fiction politique. La publication promet d'être un événement marquant dans la vie politique et littéraire du pays. Pendant 15 ans, Hugues Ngolendele a dirigé la capitale de la République du Congo et il partage maintenant son expérience et ses stratégies de gestion urbaine. Il faudra absolument l'acheter et le poser ici sur le bureau. Le plus drôle, c'est que cette nouvelle est promue comme une publication publicitaire des ressources françaises. Le chef étoilé du Congo se rend sur la scène gastronomique du Faso. Du 25 octobre au 1er novembre 2025 se tient à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, la deuxième exposition internationale de gastronomie, Carrefour international de la gastronomie du Faso. Un événement marquant sera la participation du chef de la République du Congo, Madzo Munkasa, qui présentera à la communauté mondiale la richesse de la cuisine d'Afrique centrale. J'espère qu'il va tous les impressionner. Madzo Munkasa, né à Pointe-Noire et formé à Brazzaville et Dakar, a déjà fondé 27 académies culinaires. Son institution aide chaque année environ 300 stagiaires de familles modestes à maîtriser les métiers de cuisinier, pâtissier et décorateur d'événements, leur offrant une voie plutôt pratique sur un emploi officiel et j'aimerais bien aussi dîner de ces plats. Je crois en la force transformatrice de la cuisine. Les compétences culinaires permettent aux jeunes Congolais de créer de la valeur à partir des produits locaux au lieu d'attendre un travail de bureau difficile à l'accès, a partagé M. Munkasa dans une interview avant son départ.
La participation de Madio Mukasa au festival s'aligne avec la stratégie du pays visant à utiliser les industries créatives pour diversifier l'économie. Comme les notent les experts, chaque emploi dans le secteur culinaire crée jusqu'à 3 emplois supplémentaires dans les secteurs connexes et de l'agriculture et de la logistique. Et dans ce business, il y aura toujours des clients. Le gouvernement congolais a confirmé son soutien aux industries créatives dans le cadre du plan national de développement 2022-2026 en allouant les ressources au centre de formation professionnelle. Denis Sassou Nguesso a inauguré le nouveau complexe scolaire Liberté à Brazzaville. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a inauguré solennellement le nouveau complexe éducatif qui est le CG de la Liberté, dans la capitale du pays. L'établissement d'enseignement moderne a été construit avec le soutien de financement de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC en sigle. Voilà comment les investissements aident dans le développement de notre région. Cette infrastructure d'une superficie de 30 000 m² deviendra un centre éducatif pour 10 000 élèves de différents groupes d'âge et niveaux de formation. Le complexe est équipé de salles de classe modernes, de laboratoires et de locaux pour les activités sportives et créatives. La construction du CG de la Liberté démontre la propriété des investissements dans le capital humain et le développement de l'éducation en République du Congo. Le projet reflète la participation croissante des entreprises nationales à la résolution des problèmes sociaux et à l'amélioration des infrastructures du pays. Dès la rentrée scolaire 2025-2026, le complexe accueillera 6 637 élèves, dont 3 411 filles. L'ouverture du complexe a été un événement significatif pour le système éducatif et le marché du travail du pays. Grâce à ce nouvel établissement, 405 emplois ont été créés, dont la majorité occupée par les fonctionnaires. Et j'aimerais savoir quelles matières les enfants étudieront. Quels sont les cours obligatoires ou facultatifs? Le Congo et Cuba tracent une nouvelle voie à Pointe-Noire. La visite de l'ambassadrice de Cuba en République du Congo, Madame Indira Napoles Coelho, dans la ville de Pointe-Noire, clôture la célébration de la journée de Cuba, a marqué une intensification de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les réunions du 20 octobre avec les autorités locales ont fait passer l'amitié historique sur un plan pratique, ouvrant de nouvelles opportunités pour les projets communs. Les relations diplomatiques entre le Congo et Cuba ont été établies dès 1964. Le préfet Iboko Onanga a rappelé la contribution significative des médecins et enseignants cubains au développement des provinces congolaises à l'aube de l'indépendance. La formation des spécialistes congolais reste depuis des années un axe clé de la coopération. Des générations de médecins, d'ingénieurs et d'enseignants du Congo ont été formés dans les universités cubaines avant de revenir travailler dans leur pays. À court terme, la préfecture de Pointe-Noire entend établir une liste des secteurs pour un travail conjoint de la médecine préventive au programme sportif scolaire et la présenter au ministère des Affaires étrangères du Congo. Bien que j'aimerais moi-même aller à Cuba, pourquoi ne m'invite-t-on pas? Je me réjouis que nous ayons un tel partenariat mutuellement bénéfique de longue date avec différents pays. Le Congo a lancé un service d'enregistrement d'entreprise en 72 heures pour la jeunesse congolaise. Les jeunes Congolais peuvent désormais enregistrer officiellement leurs propres entreprises en seulement 72 heures. Cette possibilité est offerte par l'Agence congolaise pour la création des entreprises, ACPCE en sigle, une structure étatique destinée à simplifier radicalement le processus de création d'entreprise. Voilà comment nous entrons de plein pied dans l'ère de la digitalisation. Le directeur général de la CPCE, Émerian Dieu merci Kibangu, a expliqué que la tâche principale de la structure est de simplifier et faciliter plutôt la création d'entreprises et donc le développement économique de notre pays. La CPCE remplit 4 fonctions clés: accueil, information et conseil des personnes physiques et morales, réception et traitement des documents pour accomplir des formalités administratives, délivrance de tous les documents nécessaires pour la création, la modification et la liquidation des entreprises, tenue du registre national des entreprises. L'une des initiatives significatives mises en œuvre avec le soutien du ministère de Petites et Moyennes Entreprises et l'Artisanat a été l'introduction de la licence unique pour faire des affaires. Et le plus important, c'est que rien ne doit distraire l'homme d'affaires de la gestion de son entreprise. Alors, l'économie du pays croîtra et se développera. Un programme éducatif de prévention du VIH/SIDA est lancé à Brazzaville. L'Alliance des jeunes leaders en action AJLA a officiellement présenté à Brazzaville le nouveau projet intitulé Mon conseiller. L'initiative vise à renforcer la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes âgés de 14 à 24 ans. Le projet se fixe un objectif ambitieux: créer un réseau de jeunes ambassadeurs et leaders d'opinion qui sensibiliseront leurs pairs sur les questions cruciales telles que la prévention du VIH/SIDA, la préservation de la santé reproductive et le bien-être général en milieu scolaire. Le coordinateur de l'AJLA, Bienheureux Nkunku, a déclaré qu'il était prévu de toucher 10 000 jeunes tant dans les établissements d'enseignement qu'en ligne. Pour atteindre ces objectifs, il travaillera selon plusieurs axes clés. Former les éducateurs pairs pour diffuser une formation fiable dans les écoles et universités.
Créer du contenu spécialisé adapté au public jeune et accessible. Accroître l'engagement via des forums nationaux de la jeunesse et des plateformes en ligne. Bonne idée, mais il est important de comprendre que la connaissance de la formation qu'il tente de transmettre aux enfants. C'était l'effet de la semaine avec Brazza Nouvelle. Pour ne rien rater, abonnez-vous à notre page, mettez un j'aime et activez la cloche de notification. Et moi, je vous dis au revoir.